Bienvenue sur le Théâtre des Ombres, la chaîne où nous racontons les histoires que les manuels militaires ont préféré oublier. Dans la grande saga de la Seconde Guerre mondiale, nous célébrons les victoires logiques, le génie de l'opération Fortitude, la puissance industrielle de Detroit, la percée de Patton. La guerre, nous dit-on, est une science. Une affaire de plans, de chiffres et de stratégie impeccable. Mais si ce n'était pas vrai, si la victoire finale, le coup de grâce qui a brisé le dos du Troisième Reich, n'était pas venu d'un plan parfait, mais d'une idée folle. Une idée si absurde, si contraire à toute logique militaire, qu'elle a été conçue pour échouer, simplement pour faire taire un gêneur. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un nouveau char ou d'un supercanon. Nous allons parler d'une stratégie. Une stratégie née du cerveau d'un homme que tout le monde croyait fou, un plan si risqué que le haut commandement l'a approuvé en espérant qu'il s'effondre lamentablement. C'est l'histoire de l'opération la plus improbable de la guerre, une manœuvre suicide qui, contre toute attente, a fonctionné et a changé le cours de l'histoire. Si vous aimez ces récits où l'audace d'un seul homme défie la logique de toute une armée, abonnez-vous au Théâtre des Ombres. Laissez un j'aime pour soutenir notre recherche de ces vérités cachées et, comme toujours, dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous nous écoutez aujourd'hui. Nous sommes à Londres, au printemps 1943. Le lieu est le cabinet de guerre de Churchill, sous terre, dans l'air vicié et la fumée de cigares. L'ambiance est à la fois euphorique et terrifiée. L'Afrique du Nord est gagnée. L'opération Husky, l'invasion de la Sicile, est en préparation. Mais tout le monde sait que ce ne sont que des préludes. Le véritable défi, le mur de l'Atlantique d'Hitler, l'invasion de la France, se profile. Et le problème est insoluble. Ce n'est pas un problème de soldats. C'est un problème de logistique. Comment approvisionner des millions d'hommes sur un continent fortifié? L'état-major allié, le Cossack, a une réponse. Les ports. Il faut capturer un port en eau profonde, comme Cherbourg ou Anvers, intact. C'est la seule façon. Toute la stratégie de l'invasion repose sur ce pari. Mais au fond de la salle, un homme secoue la tête. C'est le vice-maréchal de l'air, Sir Arthur Mad Dog Collier. Collier n'est pas un logisticien. C'est un pilote de la Première Guerre mondiale, un homme qui pense que les batailles se gagnent avec l'audace, pas avec des formulaires. Il a une réputation d'excentrique, un fou toléré parce qu'il a le soutien de Churchill. Il se lève. Sa voix rocailleuse couvre le murmure des amiraux. « Messieurs, dit-il, votre plan est brillant. Et il échouera. Le silence est glacial. L'amiral Ramsay, le cerveau naval de l'invasion, le foudroie du regard. Expliquez-vous, maréchal. C'est simple, amiral. Vous pariez que vous allez prendre un port intact. Et moi, je vous parie qu'Hitler n'est pas un idiot. Il va le transformer en la plus grande saloperie de champs de mines et de pièges que le monde ait jamais connu. Vos hommes prendront Cherbourg, oui, mais ils le prendront en ruine. Il vous faudra 6 mois pour décharger le premier navire. Et en 6 mois, Rommel nous aura rejetés à la mer. Et quelle est votre solution, Collier? Ricane un général de l'armée de terre. Débarquer les chars par avion? C'est là que Collier lâche sa folie. Non, général. Ma solution est plus simple. Nous n'allons pas prendre les ports. Nous allons les ignorer. Nous allons saigner l'ennemi. Nous allons le priver de ce dont il a le plus besoin, le carburant. L'idée de Collier est une hérésie. Au lieu de concentrer les forces, il veut les disperser. Il ne veut pas une invasion. Il veut une infection. Il propose de larguer, non pas des divisions blindées, mais des centaines de petites équipes de saboteurs, des commandos SAS et des agents du SOE, loin, très loin derrière les lignes ennemies. Pas en Normandie, en Roumanie. La Roumanie? Hurle le général. C'est à 2000 kilomètres? C'est de la folie. Exactement, répond Collier. C'est là que se trouve Ploesti, le cœur. 60% du pétrole d'Hitler vient de là. Si vous coupez le cœur, les panzers de Rommel en Normandie deviendront des boîtes de conserve en moins de 3 mois. Mais nous n'allons pas le bombarder. Le bombardement de Ploesti a déjà été tenté et a échoué. Nous allons le détruire. De l'intérieur. Son plan est si absurde qu'il frise le suicide collectif. Il veut larguer 500 hommes, par petits groupes, dans les Carpates, une région montagneuse, sauvage, truffée de troupes allemandes et de paysans hostiles. Ces hommes n'auront pas de soutien, pas de chars, pas de ravitaillement, à part ceux qu'ils pourront porter. Leur mission, mener une guérilla de 6 mois, survivre à l'hiver, et, au printemps 1944,
juste avant le jour J. Lancer une attaque coordonnée sur les pipelines, les raffineries et les ponts de Ploesti. C'est une mission sans retour. L'état-major est horrifié. C'est un massacre, Arthur, lui dit son seul ami. Vous envoyez 500 de nos meilleurs hommes à la mort. Ils n'ont aucune chance. C'est un plan conçu pour échouer. Précisément, répond Collier. C'est parce que c'est conçu pour échouer que cela fonctionnera. Les Allemands s'attendent à une attaque sur la côte. Ils s'attendent à une attaque blindée. Ils ne s'attendront jamais à ce que 500 fantômes armés de plastique surgissent de leur propre montagne. Le comité rejette l'idée à l'unanimité. C'est trop risqué, trop fou, trop Collier. Mais Churchill, qui aime le panache, est intrigué. « Arthur, dit-il en mâchonnant son cigare, c'est de la folie pure. »« Oui, Premier ministre. »« Très bien, faites-le. Mais comprenez bien ceci, c'est votre folie, pas la mienne. Vous aurez vos 500 hommes, vous aurez vos avions, mais vous n'aurez aucun soutien officiel. Si cela échoue, si vous êtes capturé, nous vous renierons. Le SOE n'aura jamais entendu parler de vous. C'est une opération noire, conçue pour échouer. » Collier sourit. Il venait d'obtenir ce qu'il voulait. Le plan le plus absurde de la guerre venait d'être approuvé, non pas pour gagner, mais pour apaiser l'ego d'un fou et le tenir occupé, loin de la véritable invasion. La mission Hadès était née, conçue par tous pour être un échec glorieux. L'approbation de Churchill n'était pas un blanc-seing, c'était une malédiction déguisée. Sir Arthur Mad Dog Collier se retrouva immédiatement isolé. L'état-major, furieux d'avoir été contourné et forcé d'allouer des ressources à cette folie, se vengea par la bureaucratie. L'opération Hadès devint l'enfant non désiré du cabinet de guerre. Collier avait besoin de 500 hommes. Il ne pouvait pas les recruter dans les régiments d'élite qui se préparaient pour la Normandie. Ceux-ci étaient sacrés, intouchables. On lui donna donc accès au rebut de l'armée de Sa Majesté. Il commença sa tournée de recrutement non pas dans les académies, mais dans les cachots militaires, les centres disciplinaires et les unités inemployables. Il cherchait une race d'hommes très particulière, des soldats brillants mais insubordonnés, des experts en démolition trop pyromanes pour le service régulier, des opérateurs radio qui préféraient improviser plutôt que suivre le manuel, des montagnards solitaires qui détestèrent l'autorité. Il cherchait 500 hommes qui n'avaient rien à perdre, et qui surtout ne seraient pas regrettés s'ils disparaissaient des registres. Le premier homme qu'il recruta pour commander cette légion de damnés fut le major Alistair Vance, un Écossais des Black Watch. Vance était un alpiniste de génie, un fantôme dans les montagnes, mais il était en attente d'une cour martiale. En Afrique du Nord, il avait refusé un ordre direct de tenir la position, choisissant de faire retraite avec ses hommes, sauvant l'unité mais perdant un équipement précieux. Il était catalogué comme brillant, mais incontrôlable, inapte au commandement. Collier le fit venir dans son bureau humide de l'amirauté. « Major, » dit Collier, sans préambule, « l'armée pense que vous êtes une tête brûlée, irresponsable. Je suis d'accord, c'est pourquoi je vous veux. Je monte une opération que tout le monde, de l'amiral Ramsay au général Montgomery, considère comme un suicide de masse. C'est une mission de 6 mois, en territoire hostile, sans ravitaillement, sans espoir de retour, avec pour seul objectif de paralyser le Troisième Reich en lui coupant le pétrole. Vos chances de survie sont, pour être généreux, nulles. » Vance, qui s'attendait à la prison, resta silencieux un instant. Puis un lent sourire fendit son visage buriné. « Quand est-ce qu'on part, maréchal ?» Vance devint le recruteur en chef de Collier. Ensemble, ils assemblèrent l'unité la plus étrange de la guerre. Il y avait Sapper Jones, un Gallois qui avait tenté de faire sauter le mess des officiers pour une blague. Il y avait 2 frères français, des jumeaux basques, braconniers de père en fils, capables de se déplacer dans les Pyrénées sans faire un bruit. Il y avait le sergent radio Mickle, un radioamateur de Glasgow capable de construire un émetteur avec un ressort de lit et une poignée de fils de cuivre. Et surtout, il y avait un groupe de réfugiés roumains, des hommes dont les familles avaient été massacrées par la garde de fer alliée aux nazis. Ces hommes n'avaient aucune envie de survivre, ils voulaient se venger. Leur chef, un ancien professeur de Bucarest nommé Radu Petrescu, devint le cœur moral de l'opération. L'entraînement eut lieu dans l'endroit le plus impitoyable de Grande-Bretagne, les Cairngorms, en Écosse, au cœur d'un hiver brutal. Là, Collier leur infligea l'enfer. Ils apprirent à survivre avec une poignée de farine d'avoine par jour,
à chasser au collet, à tuer en silence avec un couteau. Ils s'entraînèrent à skier de nuit, à construire des abris dans la neige, et à parler les dialectes locaux de la Transylvanie. Mais le plus dur fut le sabotage de leur propre commandement. L'équipement promis par l'état-major arriva. C'était une insulte. C'était l'équipement, conçu pour échouer. Les radios n'étaient pas les nouveaux postes type A Mark III, mais les vieux postes obsolètes, lourds et peu fiables. Les explosifs n'étaient pas les nouveaux PE2, mais de vieux stocks de plastique instables, connus pour suinter de la nitroglycérine par temps froid, les rendant aussi dangereux pour l'utilisateur que pour l'ennemi. Les bottes d'hiver étaient des surplus de 1917, qui prenaient l'eau. Vance, furieux, envoya un câble à Collier. « Maréchal, l'équipement est de la merde. C'est un meurtre. Il nous envoie mourir pour rien. » La réponse de Collier fut immédiate et glaciale, arrivée par estafette. « Vous avez raison, Major. C'est exactement ce qu'ils font. Ils ne s'attendent pas à ce que vous réussissiez. Ils s'attendent à ce que vous mouriez. Ils s'attendent à ce que la folie de Collier échoue, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur plan logique. Notre seule vengeance, Major, c'est de réussir. Faites avec ce que vous avez. Pas de soutien, pas de ravitaillement, pas de pitié. Hadès est lancé. » Vance lut le message à ses hommes. Il le lut à voix haute, dans le vent glacial du camp d'entraînement. Un silence de mort s'installa. Ces 500 hommes comprirent qu'ils n'étaient pas une unité d'élite. Ils étaient un sacrifice. Ils étaient les pions sacrifiés pour distraire l'ennemi. Et dans ce moment de rejet total, un lien indestructible se forma. Ils n'étaient plus des soldats britanniques, français ou roumains. Ils étaient la Légion d'Hadès. Ils se battraient non pas pour un roi ou un drapeau, mais les uns pour les autres, et pour la pure satisfaction de prouver aux bâtards de Londres qu'ils avaient tort. L'insertion fut fixée à la fin de l'hiver 1944. 8 bombardiers Halifax noirs, leur soute ventrale modifiée, décollèrent d'une piste secrète en Écosse. Ils volèrent bas, au-dessus de la mer du Nord, puis de l'Allemagne occupée, un voyage de 12 heures dans la DCA ennemie. 2 avions furent abattus au-dessus de la Hongrie, emportant 120 hommes dans les flammes, avant même que la mission n'ait commencé. Les survivants arrivèrent au-dessus des Carpates, dans une tempête de neige apocalyptique. Le largage était censé se faire sur un plateau désert, mais la tempête et la navigation primitive les dévièrent de 50 kilomètres. Ils furent largués à l'aveugle, dans la région la plus sauvage, la plus montagneuse et la plus lourdement gardée de Roumanie. Alistair Vance se tenait à la porte de son Halifax, le vent hurlant, arrachant presque son équipement. La lumière rouge passa au vert. « Allez !» hurla-t-il. Il se jeta dans le vide. Il tomba dans un monde de blanc et de noir, sa voile s'ouvrant avec une secousse qui lui brisa presque le cou. Il atterrit, non pas dans la neige molle d'un plateau, mais dans la canopée d'une forêt de pins denses. Il resta suspendu, à 10 mètres du sol, se balançant comme un pendu, son sac d'équipement perdu dans la chute. Il était seul. Il faisait moins 20 degrés. Le son du bombardier avait disparu. Autour de lui, le silence absolu de la forêt enneigée. L'opération Hadès, conçue pour échouer, avait commencé par un échec catastrophique. Alistair Vance resta suspendu dans le silence hurlant du vent, pendant ce qui sembla être une éternité. Le choc de l'atterrissage, la morsure du froid à moins 20 degrés, et la solitude absolue de cette forêt ennemie, tout était conçu pour briser un homme. Il sentit le sang chaud couler de sa tempe, là où il avait heurté une branche. Il était à 10 mètres du sol, une cible parfaite. Il coupa sa suspente avec son couteau de commando et tomba lourdement dans une congère de 2 mètres de profondeur. Il émergea, haletant, son équipement radio fracassé, son sac de survie. Perdu. Il était seul, avec un pistolet, un couteau et les vêtements qu'il portait. L'opération Hadès, conçue pour échouer, venait de réussir son premier objectif avec une perfection terrifiante. Mais Vance n'était pas un homme logique, il était incontrôlable. C'est pour cela que Collier l'avait choisi. Il sortit un petit appôt de sa poche, un sifflet en bois sculpté. Il imita le cri d'un aigle des Highlands, un son aigu, plaintif, qui se perdit dans la tempête. Il attendit. Le silence. Il recommença. 1 minute plus tard, à 50 mètres sur sa gauche, il entendit la réponse. Le cri d'un aigle, mais légèrement différent. Puis un autre. La Légion des damnés n'était pas morte. Elle se rassemblait. Un par un,
où par petits groupes de 2 ou 3, les survivants de la tempête convergèrent vers Vance. Le spectacle était un désastre. Des hommes pendaient, gelés, à leur parachute dans les arbres, leurs cous brisés par l'impact. D'autres avaient atterri dans des ravins, leurs jambes brisées. Sur les 380 hommes qui avaient sauté des 6 avions restants, Vance ne parvint à rassembler que 142 hommes valides ce premier matin. Le reste était mort, capturé ou dispersé à jamais. L'équipement était une catastrophe. Le sergent radio Mickle arriva en portant ce qui restait de son poste principal. « C'est de la ferraille, Major. La bakélite est en 1000 morceaux. On est sourd et muet. » Sapper Jones, le gallois pyromane, s'approcha, le visage gris. Il tenait un bloc de plastique instable. Il le jeta aux pieds de Vance. Le bloc se brisa comme de la porcelaine. « C'est de la brique, Major. La nitro a gelé. Si j'essaie d'y mettre un détonateur, ça nous enverra tous au paradis. On n'a plus une seule charge explosive fiable. 142 hommes, sans radio, sans explosifs, sans ravitaillement. Et, comme le confirma bientôt Radu Petrescu, le réfugié roumain, à 100 km de leur zone d'opération prévue. Ils étaient dans la région la plus sauvage des Carpates. Le fief des Gebirgsjäger, chasseurs alpins, allemands, et de la garde de fer roumaine, des fascistes locaux qui connaissaient chaque rocher. « La mission est un échec, Major », dit un jeune lieutenant, ses lèvres bleues de froid. « Nos ordres sont de nous rendre si le contact n'est pas établi. » Se rendre? Vance le regarda, ses yeux brillants d'une fureur froide. « Regardez autour de vous. Lieutenant, regardez Petrescu. Les Allemands ne font pas de prisonniers ici. Surtout pas des saboteurs. Et la garde de fer encore moins. » Il se tourna vers Petrescu. « Radu, où sommes-nous? Et où est l'ennemi le plus proche ?» Radu, le professeur devenu fantôme, ferma les yeux, humant l'air. « C'est Pic. C'est le col du Loup. Les Allemands ont une station météo et radio à 10 km au nord. Un petit avant-poste. C'est notre seule chance d'avoir une radio qui fonctionne. La mission venait de changer. Ce n'était plus une opération de sabotage de 6 mois. C'était une course à la survie de 24 heures. Vance prit sa décision. On ne se cache pas, on attaque. C'était de la folie pure. 140 hommes épuisés et gelés, armés de pistolets mitrailleurs Sten, contre un poste fortifié allemand. Mais c'était la folie de Collier, l'imprévisible. Les 2 frères basques, les braconniers, partirent en éclaireurs. Ils se fondirent dans la tempête de neige comme s'ils étaient nés dedans. Ils revinrent 3 heures plus tard. 20 hommes, Major, une casemate en béton, un émetteur radio longue portée, et un chef, un Oberleutnant qui aime le confort. L'attaque fut d'une brutalité chirurgicale. Les Basques s'occupèrent des 2 sentinelles sans un bruit, leurs couteaux faisant leur œuvre silencieuse dans le blizzard. L'équipe de Vance, utilisant l'effet de surprise totale, prit la casemate en moins de 30 secondes. Ils n'utilisèrent pas leurs armes à feu. Ce fut un combat de couteaux, de mains nues et de crosses de fusil. Quand la fumée se dissipa, 140 commandos affamés regardaient 20 Allemands morts. Ils avaient repris la station. Radio. Mickle se jeta sur l'émetteur Telefunken, ses doigts experts dansant sur les cadrans allemands. Sapper Jones découvrit un trésor, des caisses de grenades à manche allemande et, plus important encore, des explosifs de pionniers allemands, stables et puissants. Mais le plus grand trésor se trouvait dans le bureau de l'Oberleutnant. Vance trouva les cartes. Des cartes d'état-major détaillées de toute la région, y compris les patrouilles allemandes, les zones de ravitaillement et les pipelines de Ploesti. La mission venait de renaître. Pendant ce temps, à Brașov, le SS Obersturmbannführer Erich Kessler, commandant du régiment local de Gebirgsjäger, un homme au visage taillé dans le granit, regardait le silence soudain de sa station météo sur la carte. Il n'était pas inquiet. C'était sûrement la tempête. Mais Kessler était un chasseur, pas un soldat. Il détestait les imprévus. Il décrocha son téléphone. « Envoyez la patrouille Loup au col. Dites-leur d'être curieux. » Dans la casemate capturée, Mickle réussit l'impossible. Il capta le signal d'urgence de Londres. Il commença à taper le message codé « Hades. Insertion catastrophique. 142 survivants. Équipement perdu. Demandons extraction. » Vance posa sa main sur l'épaule de Mickle, arrêtant sa transmission. « Major, n'envoyez pas ça, sergent.
Mais ce sont nos ordres, monsieur, rapportez l'échec. Exactement, dit Vance, regardant la carte allemande. L'état-major a conçu cette mission pour qu'elle échoue. Si nous leur disons que nous avons échoué, ils nous rayeront des livres et nous abandonneront à notre sort. Il prit le carnet de code. Envoyez ceci. Hadès, insertion réussie, 500 hommes opérationnels. Attendons vos ordres. Mickle le regarda, horrifié. C'est un mensonge. Major, on est 140. Londres nous croit morts, dit Vance. Les Allemands ne savent même pas que nous existons. C'est le camouflage parfait. L'échec de notre largage est notre plus grande victoire. Ils nous ont envoyés mourir, mais ils nous ont rendus libres. Libres de faire ce qu'ils n'auraient jamais osé planifier. Il désigna la carte de Ploesti. L'idée de Collier n'était pas folle. Elle était juste trop prudente. On n'attendra pas le printemps. L'opération Hadès était morte. La folie de Vance venait de naître. L'Obersturmbannführer SS Erich Kessler n'était pas un homme patient. La patrouille, Loup, envoyée au col, n'avait pas répondu. Il regarda la carte, son instinct de prédateur alpin en alerte. Ce n'était pas la tempête, c'était autre chose. Il ordonna à 2 compagnies de Gebirgsjäger de converger vers la station météo. « Ne tirez pas », ordonna-t-il. « Je veux savoir qui est assez fou pour s'aventurer sur mon territoire en plein hiver. » Il était sur le point de découvrir la définition même de la folie. Dans la casemate, Alistair Vance n'avait pas attendu. Le mensonge envoyé à Londres, 500 hommes opérationnels, était un acte de guerre, non seulement contre l'Allemagne, mais contre la logique même de ses propres supérieurs. Il était devenu ce que Collier avait toujours voulu, un agent du chaos absolu. Il savait qu'il ne pouvait pas tenir la station. Il n'avait que quelques heures. Il regarda Radu Petrescu. « Radu, ces montagnes, vous les connaissez ?» Radu hocha la tête. « C'est ma maison, mais c'est une maison hostile. Il y a des villages qui haïssent les Allemands, mais qui haïssent encore plus les étrangers. Et il y a les Oameni Negri, les hommes noirs, des partisans, des bandits. Personne ne sait vraiment. Ils vivent dans les grottes de glace. Ils ne répondent à personne. »« Parfait, » dit Vance. « Emmenez-nous à eux. » C'était la 2e étape de sa folie. Il n'allait pas se cacher. Il n'allait pas fuir. Il allait recruter une armée de fantômes. Avant de partir, il laissa un cadeau à Kessler. Sapper Jones, fou de joie d'avoir enfin des explosifs allemands fiables, prépara un piège. Il mina la station, non pas pour la détruire, mais pour la blesser. « Je vais relier le détonateur principal à l'émetteur radio, Major », expliqua-t-il, ses yeux brillants d'une lueur pyromane. Quand Kessler essaiera de contacter la station, le signal lui-même fera tout sauter. Vance et ses 140 hommes, désormais chargés d'armes allemandes, de rations allemandes et, surtout, de manteaux d'hiver allemands, disparurent dans le blizzard, suivant Radu Petrescu vers l'inconnu. 2 heures plus tard, les Gebirgsjäger de Kessler arrivèrent à la station météo. Ils trouvèrent un spectacle de carnage. 20 de leurs camarades, morts, tués au couteau, et un silence de mort. Le jeune lieutenant de la Wehrmacht qui commandait la patrouille fit l'erreur fatale. Il se précipita vers la radio pour rapporter la catastrophe à Kessler. Au moment où il appuya sur la touche de transmission, le piège de Jones explosa. La casemate fut éventrée dans une boule de feu orange qui déchira la tempête de neige. Kessler, à son poste de commandement à Brasov, entendit l'explosion à travers son propre récepteur radio, suivi d'un silence statique. Il comprit. Ce n'étaient pas des partisans locaux. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose de professionnel, et de très très dangereux. Pendant ce temps, à Londres, le maréchal Mad Dog Collier reçut le message de Vance. 500 hommes opérationnels. Attendons vos ordres. Collier faillit avaler son cigare. C'était impossible. C'était un miracle. Ou c'était un mensonge. Il regarda la carte. Sa folie, conçue pour échouer, était soudainement réelle. L'état-major, mis au courant, fut contraint d'agir. Ils ne pouvaient plus ignorer Hadès. Ils envoyèrent une réponse prudente. Objectif primaire reste Ploesti. Perturber les lignes de ravitaillement. Rapportez vos intentions. Collier y ajouta un message personnel codé que seul Vance comprendrait. Le chien est lâché, pas de laisse. Vance reçut le message sur la petite radio portable qu'ils avaient volée à la station. Il sourit. Il avait carte blanche. Il était devenu le cauchemar personnel de Kessler. Pendant les 3 mois suivants,
Les Carpates devinrent le théâtre d'une guerre secrète, brutale, qui n'apparut jamais dans aucun communiqué de presse. Vance, guidé par Radu et ayant formé une alliance précaire avec les Hoameni Negri, des montagnards endurcis qui acceptèrent de se battre en échange d'armes et de l'or qu'ils trouvèrent sur les morts allemands, mena une campagne de terreur chirurgicale. Ils n'attaquèrent jamais un objectif important. C'était la clé. Ils suivirent la folie de Collier. Ils n'attaquèrent que la logistique. Ils devinrent des fantômes. Les Gebirgsjäger de Kessler, des troupes d'élite, étaient perdus. Ils étaient formés pour la guerre en montagne, pas pour chasser des spectres. Les hommes de Vance, vêtus de blanc, frappaient et disparaissaient. Ils ne faisaient pas sauter les ponts principaux, ce qui aurait attiré une division entière. Ils faisaient sauter les petits ponts de ravitaillement, les dépôts de carburant secondaires, les lignes téléphoniques. Sapper Jones utilisait ses explosifs allemands avec l'art d'un peintre. Il mit au point sa signature, le double coup. Il faisait sauter un pylône électrique, et quand l'équipe de réparation allemande arrivait, une deuxième charge retardée explosait, tuant les ingénieurs. La paranoïa s'installa. Kessler devint fou. Il avait 10 000 hommes d'élite, et il était incapable d'arrêter 140 commandos. Il exigea des renforts. Berlin, alarmé par l'interruption du flux de carburant, même minime, elle était constante, dut détourner 2 divisions complètes d'infanterie qui étaient destinées au mur de l'Atlantique en France. Elles furent envoyées en Roumanie pour nettoyer les montagnes et protéger Ploesti. L'idée folle de Collier, conçue pour échouer, fonctionnait déjà, et le jour J n'avait même pas commencé. Elle immobilisait des dizaines de milliers d'hommes à 2000 kilomètres de la Normandie. Mais Vance savait que ce n'était pas suffisant. Ce n'était que le prélude. Il avait promis à Collier le cœur. Il avait promis Ploesti. Mais il ne pouvait pas attaquer les raffineries. C'était une forteresse gardée par la meilleure des CA du monde. Il regarda les cartes volées. Il vit les pipelines, des centaines de kilomètres de tuyaux, serpentant à travers les montagnes, transportant le sang noir du Reich. C'était impossible de tous les garder. C'était là, l'objectif. Pas les raffineries, les gorges. Les pipelines convergeaient tous en un seul point, un goulot d'étranglement naturel. Le col de Pridil, un passage étroit où 10 pipelines majeurs passaient côte à côte sur un viaduc de chemin de fer, au-dessus d'un ravin de 300 mètres. C'était la Horte. Kessler le savait. Le pont était une forteresse, gardée par 500 hommes, des bunkers en béton et des canons anti-aériens. Une attaque frontale était un suicide, et c'est exactement ce que Vance prévoyait de faire. Nous sommes le 3 juin 1944. À 3 jours du débarquement, le maréchal Mad Dog Collier se tient dans la salle de guerre, regardant les cartes de la Normandie. L'état-major l'ignore. Pour eux, l'opération Hadès est un non-sujet, un échec silencieux qu'on a déjà classé. Ils ne savent pas qu'à 2000 kilomètres de là, à la minute même où ils planifient le débarquement, Alistair Vance et ses 140 fantômes se préparent à poignarder le Reich au cœur. Le col de Pridil est une forteresse. Kessler, l'Obersturmbannführer SS, paranoïaque après 3 mois de traque, y a massé ses 500 meilleurs hommes, des nids de mitrailleuses et des projecteurs qui balèrent le ravin de 300 mètres. Une attaque est impossible. Et c'est pourquoi Vance la lance. Sa folie est de ne jamais faire ce que l'ennemi attend. Il divise sa force déjà dérisoire. Radu, ordonne-t-il aux résistants roumains. Prenez 100 hommes et les Hoameni Negri. Vous êtes la folie visible. Vous allez attaquer le camp de Kessler à Brasov, à 20 kilomètres d'ici. Faites un bruit d'enfer. Faites-lui croire que vous êtes 1000. Faites-lui croire que c'est l'attaque principale. Radu sourit. C'était une mission suicide pour attirer les renforts. Il partit dans la nuit. Pendant ce temps, Vance, Sapper Jones le Gallois, et les 2 frères basques prirent les 40 hommes restants. Ils n'allaient pas attaquer le pont par la route. Ils allaient l'attaquer. Par le bas, en rappel. Profitant de l'attaque de diversion de Radu, qui éclata à 02h du matin, les 40 hommes de Vance, des alpinistes chevronnés, commencèrent à descendre dans le ravin glacial sous le viaduc. Kessler, à Brasov, fut réveillé par les explosions. Son camp était en feu. L'attaque était si audacieuse qu'il fut convaincu. C'était là que se jouait la bataille. Il ordonna à toutes ses réserves, y compris la moitié de la garnison du pont de Prédéal, de converger vers Brasov pour anéantir les bandits.
Il venait de tomber dans le piège de la folie. Sous le pont, Vance et Jones grimpèrent maintenant le long des piliers de béton. C'était un travail d'araignée, dans l'obscurité, à 300 mètres au-dessus des rochers. Ils atteignirent le dessous des pipelines. Sapper Jones commença son chef-d'œuvre. Il ne plaça pas une seule charge. Il en plaça 50. Il transforma le viaduc en un collier de diamants mortels, reliant les 10 pipelines ensemble. « Si ça saute, » murmura-t-il, ses doigts gelés manipulant les détonateurs. « Ça ne coupera pas seulement les tuyaux, ça va les faire sonner comme une cloche. La vibration les fendra sur des kilomètres. » Ils étaient sur le point de finir quand un projecteur, que Kessler avait laissé en arrière, s'alluma soudainement, les balayant. Ils étaient découverts. Le feu éclata d'en haut. Les frères basques, couvrant la retraite, furent déchiquetés par une MG-42. Sapper Jones fut touché, une balle lui traversant la poitrine. Il s'affaissa, accroché à son harnais. « Major !» cria-t-il, son sang coulant dans le vide. « La charge principale, je n'atteins pas le connecteur. » Vance le regarda. Il regarda le pont. Il regarda Jones. Il prit sa décision. Il n'y avait pas de retour. C'était la mission conçue pour échouer. Il prit le détonateur de la main de Jones. « Je finis le travail. Mettez les autres à l'abri. » Il coupa la corde de Jones, le laissant se balancer. Et Sapper. « Bon travail. » Vance se hissa vers la charge principale. Il fit la connexion. Il regarda vers le bas, vers le ravin. Il était en vue de 10 mitrailleuses. Il n'avait aucune chance. Il leva son pistolet mitrailleur Sten vers les lumières, et dans un dernier acte de défi, il ouvrit le feu en hurlant le cri de guerre des Black Watch. Au même moment, il appuya sur le détonateur. L'explosion qui suivit ne fut pas une explosion. Ce fut un événement géologique. Les 10 pipelines, remplis de pétrole hautement inflammable, explosèrent simultanément. Le viaduc de Prédéal, l'aorte du Reich, se vaporisa dans une boule de feu de 500 mètres de haut qui illumina les Carpates comme un soleil de midi. Le pont ne s'effondra pas. Il fut effacé. L'onde de choc fut si violente qu'elle provoqua un glissement de terrain, bouchant le ravin. Alistair Vance et ses 40 hommes disparurent dans l'instant. Le 15 juillet 1944, Normandie. Le maréchal Rommel est dans son quartier général. L'opération Goodwood, la grande offensive blindée britannique, est en cours. Mais les panzers de Rommel ne bougent pas. Le général Geir von Schweppenburg, commandant le Panzergruppe Ouest, est au téléphone, sa voix brisée par la panique. « Feldmarschall, je ne peux pas contre-attaquer. J'ai 700 chars. Et pas une seule goutte de carburant. Les réserves de Ploesti. Elles ne sont jamais arrivées. » L'écho de l'explosion de Prédil venait d'atteindre la France. Les panzers, les armes les plus redoutables du monde, étaient devenus des bunkers en acier, attendant d'être détruits par l'aviation alliée. À Londres, l'état-major célébrait le succès de sa campagne de bombardement aérien, s'attribuant le mérite de la pénurie de carburant allemande. Seul le maréchal Mad Dog Collier, dans son bureau, regardait le dernier message fragmenté reçu de l'opération Hades, daté du 3 juin. « Aorte coupée. Adieu. Vance. » Collier brûla le message. Il regarda la carte de la Normandie, où les Alliés déferlaient. La mission Hades, cette idée folle conçue par tous pour échouer, cette mission sacrifiée de 500 rebuts, venait de gagner la guerre. Ce fut la victoire la plus totale et la plus secrète de toute la Seconde Guerre mondiale.